Enfin, il nous faut impérativement travailler à la gouvernance mondiale. Enfin, il nous faut impérativement travailler à la gouvernance mondiale. Travailler à la gouvernance mondiale. Gouvernance mondiale. Would sit down, and clearly I failed. Good afternoon, and thank you very much for having me with you. I would like to thank the National Press Club and especially President Angela Grilling-Keane for not only inviting me to this prestigious venue, but essentially presenting the outline of what I want to talk to you about now. So it's as if we had prepared that together, which we have not. Now, let me first of all, of course, begin by wishing you all a Happy New Year. I guess it's still time to do that, given that we are just exactly halfway through between our Western New Year and the Lunar New Year, which will loom in a few weeks' time. I think it's also appropriate to wish ourselves a Happy New Year, given what I would like to talk to you about, which has to do with the global economy and what we should expect for 2014. Now, I'm going to test you numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. If we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Okay, that's just by way of example, and we're going to carry on. That's just by way of example, and we're going to carry on. So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. It will mark the 100th anniversary of the First World War back in 1914. It will mark the 70th anniversary, drop the 0, 7, of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. And it will be the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall. 25th. Okay. It will also mark the 7th anniversary of the financial market jitters that quickly turned into the greatest global economic
calamity since the Great Depression. The crisis still lingers. Yet, optimism is in the air. We've left the deep freeze behind us, and the horizon looks just a bit brighter. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years, weak and fragile, we have 7 strong years. I don't know whether the G7 will have anything to do with it, or whether it will be the G20. I certainly hope that the IMF will have something to do with it. Enfin, il nous faut impérativement travailler à la gouvernance mondiale. Je vais je vais prendre des risques, entre guillemets, des risques intellectuels, et je vais essayer de vous faire des prévisions avec notamment une alerte au crack, donc une alerte au crack, et avec un point bas qui devrait être atteint entre le 15 juillet et le 15 août. Je vous m'excuserez, j'ai pas encore l'heure. Je pense que ce sera le mardi et ce sera 14h16 très exactement pour le point bas. Non, je plaisante. Vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, comment, quelle est la réflexion, l'analyse. Alors évidemment, quand on dit ça, quand on s'avance, ça c'est le résultat de toute une analyse. Alors cette analyse, cette réflexion, vous avez des variables, vous avez des inconnus, vous avez des inconnus inconnus, vous avez des inconnus connus, vous avez du connu connu, etc., etc. Donc vous avez évidemment beaucoup d'hypothèses possibles, beaucoup de variables, et donc les choses peuvent changer, peuvent évoluer. Mais dans l'état actuel de mon analyse, et c'était celle-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui, je pense que nous allons connaître notre second crack, le second crack sur les marchés boursiers. Je pense même qu'il a déjà commencé en réalité, et donc il va s'amplifier, se poursuivre, qui sera sans doute très visible, et peut-être même avec un point bas entre le 15 juillet et le 15 août 2020, et donc je pense que nous allons connaître un été saignant et un été sanglant sur les marchés financiers. Alors pourquoi un second crack? Parce qu'une seconde vague. Voilà, donc tout repose là-dessus. À mon sens, il va y avoir une seconde vague qui va se matérialiser réellement le 15 août, à partir du 15 août. Elle sera, je pense, à peu près indéniable, et les marchés vont déjà commencer à l'anticiper à peu près un mois en avance. Donc ils vont commencer à l'anticiper maintenant, et je vais détailler tout ça. Pourquoi? Évidemment, c'est toujours la même chose. C'est la peur des perturbations économiques, c'est la peur des confinements, c'est la peur du ralentissement des échanges, de la baisse de productivité liée aux mesures sanitaires, à la distanciation sociale, etc., etc., etc. On va être en pleine saison d'été, de vacances. Vous imaginez, si les gens peuvent pas se déplacer, peuvent pas bouger, peuvent pas aller à l'hôtel, si on referme un certain nombre de choses, eh bien évidemment ça aura un impact économique majeur, et donc tout ça, tous ces coûts liés à la distanciation sociale et aux mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie, eh bien ça va faire terriblement peur au marché. Et donc s'il y a une deuxième vague de hausse du nombre de cas de coronavirus, vous aurez une deuxième vague de baisse évidemment correspondante sur les marchés. Mais il va y avoir une différence entre le premier crack que nous avons connu au mois de mars, mars-avril, et puis le deuxième crack que l'on va vivre là, on va dire juillet-août de cet été. Nous avons eu des plans de sauvetage. Alors ces plans de sauvetage, je suis allé chercher les pourcentages en PIB de ce que ça représente, pour vous montrer à quel point c'est considérable, et que d'ailleurs il y a des petites différences assez significatives entre les pays. L'Allemagne, c'est presque 50% du PIB allemand en plan de sauvetage de l'économie. 50%, très exactement 47,8% du PIB allemand engagé. Alors je dis attention, engagé, ça ne veut pas dire que ça a été dépensé. Vous avez trois choses. Vous avez, où est-ce que j'ai le détail là-dedans? Vous avez le financement immédiat, donc ça c'est de l'argent qu'on dépense maintenant. Le financement immédiat, c'est le bleu foncé. Ensuite, vous avez des reports, c'est-à-dire ça va être payé normalement en théorie, mais vous deviez payer tout de suite, mais
vous paierez plus tard, c'est le bleu clair. Donc vous voyez qu'il y a des grandes disparités entre les différents pays. Et puis autre en gris, et vous voyez que c'est la majeure partie en fait de ces plans de sauvetage en pourcentage du PIB, c'est du gris. C'est quoi? Ce sont notamment les garanties d'État sur les crédits. Donc évidemment, si les crédits sont pas remboursés, puis il y aura de la casse petit à petit, progressivement, dans les années qui viennent, etc., etc. Donc ça va se transformer en engagement sur le PIB, mais pour le moment, ce n'est que des engagements, ce n'est pas de la dépense. C'est une garantie d'un crédit. Tant que le crédit est honoré, ou tant que le crédit n'a pas à être remboursé, le crédit n'est pas en défaut, et donc si le crédit n'est pas en défaut, eh bien forcément tout va bien, et c'est comptabilisé dans le budget de l'État comme une créance que l'on doit à l'État. Donc l'État dit, prenez le cas de papa-maman qui sont garants du fiston qui loue un appartement. Tant que le fiston il loue l'appartement, papa-maman, ils ont pas leur garantie n'est pas activée, donc ils n'ont pas à se substituer au fiston qui ne paierait pas le loyer. Voilà. Donc finalement c'est un engagement, c'est un engagement qui a été pris, mais cet engagement il n'engendre pas forcément le paiement d'une somme financière. Donc on va de presque 50% pour l'Allemagne à seulement 12,4% du PIB pour l'Espagne. Bon, mais quand je vous dis 50% pour l'Allemagne, 44% pour l'Italie, 26% pour la France, 22% pour le Royaume-Uni, du PIB. Donc vous imaginez un petit peu les sommes, elles sont absolument colossales, considérables. Et ça, c'est ce qu'on a engagé lors de la première vague. Et c'est parce que les États ont engagé tout ça qu'évidemment, la grande baisse a été suivie d'une grande remontée sur les marchés. Mais là, on a engagé beaucoup. Qu'est-ce qu'on va pouvoir engager? Et est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir engager dans les mêmes proportions si on a une seconde vague qui entraîne des perturbations importantes sur l'économie? C'est loin d'être évident et ça va être une circonstance aggravante de la seconde vague de baisse, la seconde jambe de baisse sur les marchés. Parce que, et c'est la question que je posais là, reste-t-il une marge de manœuvre? C'est un vrai sujet. Alors est-ce qu'il reste une marge de manœuvre? Oui, bien sûr, il reste toujours une marge de manœuvre. Il n'y a qu'à imprimer des sous, faut qu'on imprime du pognon. Voilà. Bon, donc ça, il y a toujours une marge de manœuvre. Mais à un moment donné, on va le payer. Donc on va le payer soit en hyperinflation si on imprime trop de monnaie, soit en récession si on n'en imprime pas assez. Mais dans tous les cas, on est dans une situation où il n'y a pas véritablement de vraie bonne solution, de solution facile, ou dit autrement, de solution sans douleur. Alors, regardez, ça, c'est le Dow Jones. Donc, vous voyez bien, là, la baisse à partir du 28 février, me semble-t-il. Donc, à partir du 28 février, on décroche vraiment et on arrive fin mars à notre point bas. Donc là, on a une énorme baisse et donc tous ces plans de sauvetage, de relance, ces injections par trilliards, de milliers de milliards aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Angleterre, partout dans le monde, ça permet d'alimenter ce très grand rebond. Mais vous voyez que malgré ce très grand rebond, on ne réatteint pas ici le point haut qu'il y avait. Je vous ai mis dans le cercle, là où on en est, vous voyez, on a plutôt amorcé, à mon sens, un grand mouvement d'hésitation, voire même un petit mouvement baissier. Mais ce mouvement baissier, il devrait s'accélérer au fur et à mesure où les nouvelles vont devenir négatives sur la seconde vague, avec un flux d'informations qui est de plus en plus inquiétant, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et même en Chine, où il y a évidemment une situation toujours très préoccupante à Pékin, avec des centaines de milliers de personnes qui sont à nouveau reconfinées et une situation sur laquelle il n'y a pas beaucoup de visibilité. Donc, encore une fois, une situation mondiale extrêmement compliquée et des pays qui commencent véritablement à faire face à une seconde vague de coronavirus. Moi, je ne cherche pas à dire c'est vrai, c'est faux, les chiffres sont bons, c'est faux. Voilà, le virus, il est là, il n'existe pas. Non, ok. Je vous dis qu'il va y avoir un second crack et une seconde jambe de baisse et elle va s'amorcer, je pense, là, maintenant. On va rentrer dedans et donc ça va être juillet-août 2020 et je vous invite à considérer ça comme une hypothèse de travail crédible et donc à prendre vos précautions en conséquence. Très clairement, si vous avez des actions, c'est sans doute le moment, après un rebond énorme comme ça, une stagnation, voire une petite baisse que vous avez là, évidemment, de prendre vos bénéfices, de les sécuriser. Et je vous le dis autrement, quand vous voyez la hausse entre le point bas et le point haut ici, qui à mon avis est un point haut qu'on ne va pas revoir avant quelques mois, votre espérance de gain
pour retourner sur le point haut historique ici avant crise. Vous voyez bien que votre espérance de gain c'est ça, et votre espérance de perte c'est ça. Donc quand on a une espérance de gain qui est comme ça, et une espérance de perte qui est comme ça versus comme ça, je vous invite évidemment à prendre vos bénéfices. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, je vous invite à considérer-le, je ne vous donne pas de conseils, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais c'est une réflexion comme ça que je voulais vous partager. Vous voyez bien qu'ici graphiquement, visuellement, l'espérance de gain semble nettement inférieure à l'espérance de perte. Ça me semble, moi, graphiquement, visuellement, assez évident. Maintenant, encore une fois, il n'y a jamais de certitude absolue. C'est ma conviction. C'est pas une vérité absolue. Donc, et c'est vos sous. Donc, prenez-en grand soin et prenez vos responsabilités. Et donc là, vous voyez qu'on est plutôt, a priori, en train de s'orienter vers une sortie haussière, et on a plutôt tendance à voir les cours de l'or vouloir sortir de ce canal à la hausse. Et pourquoi? Parce que on est encore dans une symétrie. On a cet indice de la volatilité qui a manifesté des signes, et évidemment on a ces indices sur les marchés qui ont également manifesté des signes de fébrilité. Et tout ça, c'est extrêmement cohérent. Alors, on a encore un autre élément à aller regarder ensemble pour essayer de se forger un peu plus notre intime conviction sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent là, de cet été. C'est évidemment les cours du pétrole. C'est très intéressant les cours du pétrole, parce que, souvenez-vous, les cours du pétrole avaient considérablement baissé. Et ils avaient baissé avant que les marchés financiers ne baissent. Lors du premier crack et lors de la première jambe baissière, vous allez voir qu'en fait ce crack il va être à tiroir, et donc on va première jambe baissière, une grande remontée, une deuxième jambe baissière, peut-être une deuxième remontée, puis peut-être une troisième jambe baissière, une quatrième jambe baissière. On peut avoir un crack qui peut durer 24 mois avant d'atteindre véritablement son point bas, avec de très grands rebonds, très grande volatilité, de très grosses injections de monnaie, de grands moments de désespoir. Donc tout ça avec des mouvements extrêmement amples, c'est parfaitement possible. Et donc une durée de 24 mois serait, enfin on va dire entre 18 et 24 mois pour atteindre le véritable point bas, avant d'entamer une véritable remontée, eh bien c'est parfaitement possible. Et donc regardez, le pétrole en fait, il baisse en janvier. Il baisse avec la Chine. Hein. C'est avec la Chine que ça commence à baisser. Donc à partir du mois de janvier, il baisse, mais souvenez-vous, le crack, il viendra que fin février, donc c'est-à-dire ici. Voilà. Hein, le crack sur les marchés financiers. Et donc le pétrole, lui, il va déjà dévisser largement avant. Si on a un pétrole qui ne remonte plus, et donc évidemment on a eu notre point bas, puis après on a eu une remontée, puisque on s'est dit voilà, on va déconfiner, donc on va anticiper un déconfinement. C'est pas le seul élément, les pays de l'OPEP se sont mis d'accord, ils ont réduit la production de pétrole, ils ont réduit tout ça, donc bon, on peut penser que les cours du pétrole auraient pu continuer à remonter. Ils ne remontent plus. Vous voyez bien que là aussi, j'aurais pu vous dessiner un range de trading, mais ils évoluent autour de 40 $, le baril, et ça va pas tellement plus haut. Ce qui explique l'augmentation des prix là, c'est pas le rebond énorme de la consommation de pétrole, c'est évident parce que l'économie est plutôt très calme, c'est évidemment la réduction très importante de l'extraction et donc de l'offre des pays de l'OPEP et d'un pays comme la Russie. Voilà pour le pétrole, donc moi je pense qu'en fait il va baisser après et qu'il ne nous renseignera pas tellement, si ce n'est qu'il nous renseigne déjà par le fait qu'il ne monte plus. Donc ça nous amène à cette conclusion de la seconde vague qui sera visible à peu près, je pense, autour du 15 août. Pas tellement avant. Vous avez de l'inertie, d'après mes calculs, entre le moment où on déconfine et le moment où l'épidémie repart, on a une latence qui est beaucoup plus grande. Cette inertie fait que, de toute façon, les cas vont mettre à peu près 2 mois et c'est ce que nous donne l'analyse des chiffres sur certains pays qui connaissent une seconde vague, à peu près 2 mois entre le point bas et un nouveau point haut qui commence à se redessiner ou en tout cas retourner sur des niveaux élevés. Donc globalement, à partir de mi-juillet, en France, ça va se matérialiser sérieusement. Et puis, à partir du 15 août, ça va devenir très compliqué. Et donc,
comme ça va devenir très compliqué en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, ça va évidemment complètement handicaper la saison d'été, et donc on va passer, qui déjà s'annonce pas forcément terrible, et donc on risque de passer des vacances très compliquées, et donc un été très compliqué. Et c'est peut-être même souhaitable en termes économiques, puisque l'été, l'économie est ralentie, et donc finalement, nous faisons moins de PIB l'été qu'à partir du 1er septembre. Donc, on a presque intérêt à avoir une deuxième vague cet été, entre juillet et août, pour évidemment faire une rentrée beaucoup plus paisible, septembre, octobre, novembre. Bon. Puis après, décembre et janvier, c'est une autre année. Et nous verrons bien ce à quoi nous serons mangés, mais ça devrait être à peu près la troisième vague ou le troisième pic si les choses restent à périmètre constant. Les marchés vont donc anticiper à peu près un mois à l'avance, et donc ils doivent commencer à chuter maintenant. Voilà, donc c'est-à-dire qu'à partir de la semaine prochaine, on devrait avoir des mouvements assez forts de baisse, de repli, et puis si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine suivante. Et si c'est pas le cas, c'est que je me suis trompé dans mon analyse. Et c'est pas grave, on étudiera pourquoi on s'est trompé, qu'est-ce qui a fait que ça a changé, est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas de seconde vague, et s'il n'y a pas de seconde vague, écoutez, ma foi, on sera bien content de s'être trompé, et ce sera une excellente nouvelle, parce que ça veut dire une meilleure économie pour tout le monde, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire moins de malades, c'est une bonne nouvelle, et ça veut dire moins de décès, c'est une excellente nouvelle. Donc de toute façon, si je me trompe, j'en serais très heureux, voilà. Mais voilà, c'est une analyse que je voulais vous présenter, partager avec vous, en me mouillant un petit peu aussi sur un timing, et vous savez tous que c'est extrêmement délicat de se mouiller sur un timing, parce que ça fait un peu, je regarde dans ma boule de cristal, sauf que là, c'est pas dans la boule de cristal, c'est une analyse, elle repose sur des faits, sur des éléments, sur ceux qui liront le dossier la seconde vague, vous verrez bien que y a des dizaines de pages de graphiques, d'analyses, de chiffres, etc. qui permettent d'étayer cette hypothèse, et le fait de dire, voilà, le mois de juillet et d'août risque de mal se passer sur les marchés. Si vous êtes investi en bourse, sortez, prenez vos bénéfices, respirez tranquillement, et surtout, vous mettez vos sous un petit peu à l'abri. Vaut mieux rater 5% de hausse que de se manger 30 ou 40% de baisse, évidemment. Donc, voilà, encore une fois, espérance de gain versus espérance de perte. Vous avez bien vu que c'était pas du tout la même proportion. Donc voilà, donc ceux qui veulent être prudents, vous sortez, vous arbitrez vers des fonds sécurisés, puis ceux qui veulent être spéculatifs, vous continuez. On est confronté en fait avec cette crise à deux problèmes qui sont très difficiles à traiter ensemble. Il y a d'abord un problème lié à l'offre, avec des restrictions à la liberté de circulation des travailleurs agricoles, les restrictions à la liberté de circulation des éleveurs. On va voir dans les mois qui viennent des problèmes au niveau de la production, et ce sont des semaines, des mois tout à fait cruciaux qui s'entament aujourd'hui. Les restrictions aux libertés de circulation, notamment, vont affecter les pays qui dépendent d'une main-d'œuvre de travailleurs agricoles migrants saisonniers pour la qualité des récoltes. C'est un premier problème. Deuxième problème, c'est évidemment la rupture des chaînes d'approvisionnement qui sont liées aux restrictions à la liberté de circulation, mais aussi les chutes de revenus qui résultent de ces confinements auxquels sont soumis plus de la moitié des habitants de la planète. Par exemple, les écoles qui ferment, ça veut dire 368 millions d'enfants dans le monde qui n'ont plus accès aux repas alimentaires, des économies en coma artificielle. Ce sont de très nombreux travailleurs de l'économie informelle qui ne reçoivent plus de revenus et qui sont par conséquent trop pauvres pour acheter même ce qui est livré sur le marché. Donc on a à la fois au niveau de l'offre et au niveau de la demande des menaces très inquiétantes qui s'annoncent dans les systèmes alimentaires. On va revenir aux causes du phénomène dans un instant, mais l'objectif que s'était fixé la communauté internationale de fin FAIM, zéro dans le monde, d'ici à 2030, il est toujours atteignable ou est-ce qu'il n'est plus d'actualité aujourd'hui, Olivier De Schutter? Non, écoutez, malheureusement, même avant la crise, on avait pris conscience qu'il serait très difficile d'atteindre cet objectif. Si vous voulez, on a déjà aujourd'hui dans le monde 155 millions de personnes qui sont menacées de famine.
c'est lié au changement climatique, c'est lié au conflit, c'est lié à l'invasion de criquets pèlerins dans l'Afrique de l'Est, dans des pays comme la Somalie et le Kenya. Et ce chiffre va exploser avec les conséquences liées à la crise sanitaire. Et on a par ailleurs près de 1 milliard de personnes, 820 millions d'après les dernières statistiques, de personnes en situation d'insécurité alimentaire, pas menacées nécessairement de famine, mais incapables de planifier plusieurs jours à l'avance leur alimentation, et donc menacées du moindre choc et de tomber du coup dans l'insécurité alimentaire. Donc c'est une situation très inquiétante et malheureusement on s'éloigne de cet objectif. Le nombre de personnes affectées par la faim a augmenté depuis 2015, il ne s'est pas réduit. Hélène Bottereau, l'urgence aujourd'hui est sanitaire, la mobilisation internationale se manifeste face au coronavirus, pas face à cette crise alimentaire. Est-ce que d'après vous, on a pris la mesure du problème ? Eh bien, jusqu'alors, en effet, toute l'attention s'est concentrée sur la crise sanitaire et sur les mesures qui doivent être prises pour y répondre. Et c'est vrai que la crise alimentaire qui se profile déjà maintenant est un peu occultée de ces réponses. On va arriver très vite dans une situation qui est extrêmement critique pour beaucoup de régions dans le monde. On va arriver dans ce qu'on appelle la période de soudure, c'est-à-dire quand les réserves de l'année précédente sont écoulées et qu'on n'a pas encore effectué les récoltes de l'année qui arrive. Rien qu'en Afrique de l'Ouest, c'est 1/8 de la population, donc 50 millions de personnes qui risquent de basculer dans cette situation de crise avec l'arrivée de la période de soudure. Et donc, il faut vraiment que des mesures soient prises très rapidement, puisque ça va arriver très, très prochainement.